Moi, président, il n'y aura plus jamais de chômage. Moi, président, il y aura 10% de croissance par an. Moi, président, je referai de la France la première économie du monde. Voilà le type de promesses que font tous les candidats et tous les candidates à l'élection présidentielle. Président, c'est le poste qui fait envie à tous les hommes et toutes les femmes politiques de notre pays. Mais ont-ils seulement regardé la fiche de poste? En effet, dès qu'on regarde la fiche de poste, l'intitulé exact, c'est Président de la République. On parle beaucoup du côté moi président, mais beaucoup moins du côté République. La République, qu'est-ce que c'est? La République, c'est un drapeau, et c'est l'hymne national, mais rassurez-vous, on n'est pas là aujourd'hui pour apprendre la Marseillaise. Non, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Une belle devise qui nous vient du siècle des Lumières et dont on va essayer de faire un rapide bilan aujourd'hui en la retournant. Fraternité, égalité, liberté. Fraternité d'abord. De quelle fraternité parle-t-on dès que dans notre pays, il y a près de 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, alors même que nous sommes la 5e économie la plus puissante du monde. Égalité ensuite. De quelle égalité parle-t-on dès que les 10% les plus riches possèdent autant que les autres 90%? Adapté à cette salle, si on considère que vous êtes une centaine et que le patrimoine de la salle, c'est les chaises, c'est comme si je disais aux 10 personnes au premier rang, vous avez le droit à 50 chaises, et les 90 autres, vous vous débrouillez avec les 50 restantes. Pas très logique. Liberté, ensuite. De quelle liberté parle-t-on dès que pour subvenir à ses besoins principaux, il faut absolument trouver un emploi dans un marché de l'emploi avec plus de 9% de chômage? Fraternité, égalité, liberté. On peut retenir l'état de notre devise républicaine en retenant un chiffre. 9. 9 comme les 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. 9 comme les 9 dixièmes de la population qui possèdent autant que le dixième le plus riche. Et 9 comme les 9% de chômage dans notre pays. Le but de ma conférence n'est pas de vous plomber le moral, donc on va quand même essayer de trouver une solution. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est du revenu universel. Le revenu universel, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une définition avec 3 critères. 3 critères qu'il faut respecter pour que l'on puisse parler d'un revenu universel. Un revenu universel est donc une somme d'argent que l'on donne mensuellement à tout le monde, sans condition et de manière individuelle. Si on parle d'une somme d'argent que l'on donne seulement aux jeunes ou seulement aux personnes qui gagnent moins de 2000 €, on ne parle pas d'un revenu universel. Si on parle d'une somme d'argent et qu'en contrepartie de cette somme d'argent, on doit s'engager à faire des démarches, on ne parle pas d'un revenu universel. Si on parle d'une somme d'argent qui est calculée à l'échelle d'un foyer ou à l'échelle d'un couple, on ne parle pas d'un revenu universel. Il faut bien avoir ces 3 critères pour qu'on puisse parler d'un revenu universel. Une fois qu'on a cette définition en tête, on peut se poser plusieurs questions. La première, c'est pourquoi? Pourquoi vouloir mettre en place un revenu universel? Il y a 2 grandes raisons, une plutôt historique et une plus contemporaine. Au niveau de la raison historique, car il faut savoir que même si dans le débat actuel, on nous parle du revenu universel comme une idée neuve, ça fait plusieurs siècles que des gens y réfléchissent. La raison historique, un des premiers penseurs à avoir parlé du revenu universel, c'était Thomas Paine, au XVIIIe siècle. Et l'idée, c'était de lutter contre la pauvreté et de répartir les richesses avec une idée toute simple, de dire que la terre, nous en avons tous hérité, elle nous appartient à tous. Certains s'en sont accaparés des bouts. Résultat, tout le monde n'a pas un lopin de terre pour pouvoir subvenir à ses besoins principaux. Donc, en contrepartie, ils souhaitaient mettre en place une dotation inconditionnelle. La raison plus contemporaine,
qui fait que le débat ressurgit actuellement, c'est que le revenu universel pourrait être une réponse à l'évolution du monde de l'emploi. Il faut savoir qu'avec l'automatisation et la numérisation, il y a beaucoup d'emplois qui disparaissent, mais il y en a aussi qui sont créés en face. Tout le débat actuel, c'est de savoir est-ce qu'il y en aura plus qui seront créés ou est-ce qu'il y en aura plus qui vont disparaître. Donc on va arrêter le débat aujourd'hui et je vais vous donner la réponse. On n'en sait rien du tout. La seule chose qu'on sait, c'est que les emplois qui sont recréés maintenant sont beaucoup moins stables que les emplois d'hier. Là où avant on pouvait rester 40 ans dans la même entreprise, maintenant non seulement on ne reste pas 40 ans dans la même entreprise, mais même à l'échelle d'une journée, on peut avoir plusieurs activités. Le revenu universel serait donc en quelque sorte un filet de sécurité pour un monde de l'emploi moins linéaire. Donc, première question, pourquoi ? La deuxième qui nous vient à l'esprit, c'est combien ? À combien se situerait ce revenu universel ? Donc il y a beaucoup de propositions qui sont formulées, mais en général, les montants vont du niveau du RSA, un peu plus de 500 € par mois, au niveau du SMIC, un peu moins de 1200 € par mois, en passant par le niveau du seuil de pauvreté. Le niveau du seuil de pauvreté en France, il est de 1000 € par mois pour une personne seule. Comment il est calculé ? C'est une définition internationale, c'est 60% du revenu médian. Le revenu médian, qu'est-ce que c'est ? C'est le revenu qui sépare la population en deux. 50% gagnent moins, 50% gagnent plus. En France, le revenu médian est de 1666 €. Donc 60% de 1666 €, 1000 €. Pourquoi on calcule la pauvreté de cette manière-là ? C'est parce qu'on est toujours pauvre comparé à la société dans laquelle on vit. On s'aperçoit qu'en France, avec 1000 €, on va pouvoir s'en sortir, mais ça peut être difficile, alors que dans un pays en développement, avec la même somme, ça serait facile et on pourrait même être considéré comme riche. Donc pourquoi ? Combien ? La troisième question qu'on peut se poser, c'est comment ? Comment mettre ça en place ? Comment le financer ? Il y a 3 grandes familles de financement. La première famille, c'est l'autofinancement. L'idée, c'est de se dire, si on met en place un revenu universel à hauteur du seuil de pauvreté, le RSA n'a plus de raison d'être. Donc les sommes qui sont actuellement affectées au financement du RSA pourraient être réaffectées au financement du revenu universel. La deuxième famille de financement du revenu universel, c'est les taxes. Les taxes qui vont souvent être en relation avec la raison philosophique pour laquelle on souhaite mettre en place le revenu universel. Si on est plus dans une logique de lutte contre la pauvreté et de répartition des richesses, on va avoir tendance à vouloir taxer les revenus ou le patrimoine, tandis que si on est plus dans une logique de s'adapter au monde de l'emploi, on va être plus dans une logique de vouloir taxer les entreprises ou les robots. Et la dernière source de financement au niveau du revenu universel, et c'est une source dont on parle beaucoup moins dans le débat, c'est la création monétaire. Il faut savoir qu'actuellement, pour stimuler l'économie, les banques centrales créent de toutes pièces de l'argent qu'elles injectent dans le système. Et on peut se poser la question de pourquoi donner cet argent aux banques privées plutôt que de le donner directement aux citoyens. Ce qu'il faut bien retenir avec le revenu universel, c'est que c'est un concept avec des concrétisations différentes. On me voit souvent comme monsieur revenu universel dans mon entourage, mais je ne suis pas d'accord avec tous les revenus universels. Le revenu universel, c'est un concept que je comprends, et il y a des concrétisations avec lesquelles je suis d'accord, et des concrétisations avec lesquelles je ne suis pas d'accord. On a donc une devise républicaine en faillite, et un concept avec de multiples concrétisations possibles. Qu'est-ce que ça donnerait si on réunissait ces deux idées ? Ça donnerait le rêve, notre rêve. Rêve que nous avons fait avec Romain, avec lequel nous formons les écolos humanistes. Le rêve signifie revenu émancipateur pour vivre épanoui. On va reprendre la devise de la République pour définir un peu mieux à quoi ressemblerait
notre revenu universel idéal. Fraternité d'abord. Pour nous, le revenu universel idéal serait fixé au niveau du seuil de pauvreté. Cela nous permettrait au passage de répondre à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que dit cet article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Il dit que toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour pouvoir subvenir à ses besoins principaux, qui sont de se nourrir, de se vêtir et de se loger. Article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que nous avons signé, mais que nous ne respectons pas actuellement. Égalité. Pour nous, le revenu universel doit être un outil de redistribution, avec notamment des taxes des plus riches qui permettraient de financer le revenu universel. On ne dit pas qu'il n'y aurait pas de simplification, forcément qu'il y aurait des aides qui seraient amenées à disparaître, mais trop souvent dans le débat actuel, le revenu universel est vu comme un outil de simplification. Pour nous, ça doit aussi être un outil de redistribution. Et liberté, enfin, de quelle liberté donnerait ce revenu universel, ce rêve? Ce rêve permettrait de dire non. La capacité de dire non, c'est une capacité très importante pour pouvoir choisir sa vie. Pouvoir dire non, ça pourrait permettre aux salariés de négocier de meilleures conditions de travail, donc de travailler mieux. De la même manière, certains pourraient choisir ponctuellement de travailler moins, à des périodes de la vie où ils ont envie d'élever un enfant, de se former, de lancer une activité. Travailler moins, travailler mieux, on peut même aller jusqu'à se poser la question de qu'est-ce que le travail. C'est pour ça qu'on a choisi d'illustrer la liberté avec les abeilles. Pour l'instant, au niveau des abeilles, avec le PIB, qui est notre seul indicateur pour mesurer l'activité, ce qui est compté dans le PIB pour les abeilles, c'est le miel qu'elles produisent et que l'on vend. Alors qu'on sait bien que la vraie valeur ajoutée des abeilles, c'est la pollinisation qu'elles font et qui permettent à toutes les fleurs et tous les fruits de se développer. De la même manière, appliquée aux êtres humains, on peut se poser la question, est-ce que notre valeur ajoutée est seulement la valeur qui est créée dans une entreprise au niveau monétaire? Ou est-ce que la valeur ajoutée qu'on crée, c'est pas de la même manière cette pollinisation, de fait toutes nos relations sociales qui nous permettent à chacun de nous épanouir et de faire société. Notre rêve, revenu émancipateur pour vivre épanoui. S'il y a un mot à retenir dans cette définition, c'est le côté émancipateur. Pour nous, la mise en place de ce revenu universel idéal serait un vrai changement de paradigme. Pour l'instant, on est dans une société où tout le monde se dérouille et on vient aider ceux qui y arrivent le moins, au risque que ces personnes-là soient stigmatisées, voire soient traitées d'assistées par d'autres personnes. Alors que si on met en place un revenu universel, on change tout à fait la logique. On va faire confiance à tout le monde, et ceux qui s'en sortent le mieux économiquement vont autofinancer leur revenu universel, voire vont en financer d'autres. Vous l'avez compris, notre rêve, et on espère que ça deviendra le vôtre, c'est de redonner un peu de réalité à notre devise républicaine. Fraternité, égalité, liberté. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on pourra conclure nos discours en disant « Vive la République et vive la France ».